chers collègues, chers confrères. C'est un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc, je voudrais d'abord remercier cette association, véritable véhicule de propagation de la science et du savoir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une pathologie très importante, très fréquente, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, particulièrement chez le diabétique. Donc, c'est une pathologie fréquente. Elle touche de manière générale plus que 20% de la population âgée de plus de 60 ans et elle est 4 fois plus fréquente chez le diabétique. D'ailleurs, toute augmentation d'hémoglobine glyquée de 1% est liée à une augmentation de 28% de risque de développer l'AOMI. Donc, le taux d'amputation sur 10 ans chez un patient qui présente une AOMI est de 12%. Malheureusement, il est multiplié par 15 chez le patient diabétique. Alors, comme c'est une pathologie qui touche les artères des membres inférieurs, j'ai voulu faire un petit rappel anatomique sur la vascularisation artérielle des membres inférieurs. Elle est faite essentiellement par l'aorte abdominale sous-rénale qui se divise en deux pour donner les deux artères iliaques primitives. Alors, on a l'artère iliaque primitive va donner l'artère iliaque interne destinée aux organes de la région pelvienne, puis l'artère iliaque externe qui va être destinée aux membres inférieurs. Alors, cette artère iliaque externe, arrivée au niveau de l'arcade crurale, va donner l'artère fémorale commune, qui va bifurquer en deux, pour donner l'artère fémorale profonde. Elle va se terminer par une série de perforantes au niveau de la cuisse, et l'artère fémorale superficielle, qui va suivre son trajet. Arrivée au niveau du creux poplité, cette artère fémorale superficielle va devenir l'artère poplitée. Je sais que vous savez ça, mais juste un petit rappel. Et cette artère poplitée va se diviser en artère tibiale antérieure et en intrant tibio-péronnier. Alors, l'artère tibiale postérieure va passer en rétromalléolaire interne pour donner l'artère plantaire et l'artère tibiale antérieure va donner l'artère dorsale du pied. Alors, pourquoi cette vascularisation? Normalement, ces artères battantes, on peut repérer leur perméabilité par la palpation de leur peau sur leur trajet. Donc, on a un pot fémoral au niveau du triangle de Scarpa. On a un pot poplité dans le creux poplité, on a le pot pédieux au niveau de la face dorsale du pied et on a le pot tibial postérieur en rétromalléolaire interne. Donc, je vais quand même aussi faire un petit rappel sur la structure de l'artère. Elle est faite par 3 tuniques, intima, media, adventice. Alors, l'intima, c'est une couche de cellules endothéliales et c'est à ce niveau-là, donc, Et c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire dans le sous-endothélium, qu'il y aura la formation de la plaque responsable de notre pathologie. Donc, normalement, il faut faire attention chez le patient diabétique à l'épaisseur intima média pour faire un dépistage précoce de la pathologie. Donc, c'est quoi l'AOMI ou l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs? C'est l'obstruction partielle ou totale d'une ou plusieurs artères destinées aux membres inférieurs, responsable d'une réduction de la perfusion distale. Alors, sur la première image, on voit une artère saine, alors totalement perméable. Par la suite, il y a la formation de cette plaque qui obstrue progressivement la lumière jusqu'à l'obstruction totale dans la dernière image. Alors, pour l'AOMI, cette pathologie peut siéger au niveau de l'aorte abdominale sous-rénale, au niveau de la bifurcation, au niveau des artères iliaques, au niveau des artères fémoraux et en distalité au niveau des axes de jambes. Alors, l'étiologie, l'athérosclérose, elle en est responsable en 95% des cas. On a d'autres pathologies infectieuses inflammatoires, mais qui restent beaucoup plus rares. Alors, c'est quoi l'athérosclérose? Pour simplifier la définition de l'OMS, je vais vous dire que la présence en grande quantité et de manière chronique de LDL circulant dans le sang mène au dépôt de ces LDL dans le sous-endothélium. Ils vont subir une oxydation. Donc, ces LDL oxydés vont tirer les monocytes qui vont se transformer en macrophages et qui vont les phagocyter. Donc, une fois ces macrophages gorgés de LDL, ils vont mourir par apoptose, ils se resteront piégés localement. Des cellules musculaires lisses migrent de la paroi pour cerner cet amas et isoler cet amas cellulaire inflammatoire. Ils constituent une charge fibreuse autour. Mais avec le vieillissement de la plaque, elle peut ou se calcifier ou bien se fracturer, c'est-à-dire avec une effraction de l'intima, c'est ce qu'on appelle une ulcération de la plaque. Alors, une fois fracturée, il y aura une agrégation des plaquettes qui va venir au contact des débris cellulaires et des lipides de la plaque. Ils seront responsables d'une thrombose locale, ou bien parfois il y aura la migration de microthrombie en aval et ils seront responsables d'une occlusion d'un tronc en distalité. Dans les deux situations, on aura l'ischémie aiguë.
Donc, comme c'est un processus qui se développe de manière progressive, comme mécanisme de compensation, on aura la vasodilatation et la circulation collatérale pour court-circuiter la sténose. Alors, quelle est la particularité chez le diabétique? Alors, il y a l'action, on sait que l'altération de l'action de l'insuline sur les tissus périphériques donne une dyslipidémie. Et avec l'hyperglycémie qu'on trouve chez le diabétique, alors les deux mènent à un stress oxydatif qui aura pour cible principale l'endothélium. Ceci va mener à un ensemble de réactions qui sont responsables d'une augmentation de la thrombose, de l'inflammation et de l'hypertension. Du coup, on aura une athérosclérose qui est accélérée et plus étendue chez le diabétique. On a en plus la médiacalcose, qui est une classification des artères de la média du diabétique, qui va aggraver la pathologie. On a la neuropathie diabétique qui intervient et dans la médiacalcose et qui peut aussi masquer la pathologie. On a une circulation collatérale qui est moins développée, donc un déficit de perfusion qui est beaucoup plus important, et on a une moindre résistance à l'infection. Du coup, la pathologie elle est plus grave chez le diabétique. Alors, il faut savoir, bien sûr, on le sait, l'athérosclérose, c'est une maladie diffuse. Elle peut toucher, comme elle peut toucher les artères des membres inférieurs, elle peut toucher les artères à destinée cardiaque, qui sont les coronaires, sera responsable d'un infarctus de myocarde, toucher les artères cérébrales et carotides, être responsable d'un AVC, toucher les artères digestives et être responsable de ischémie mésentérique. C'est pour ça que la pathologie digestive qu'on trouve chez le patient diabétique et les douleurs du patient diabétique, il ne faut jamais porter tout ça sur le compte de la gastroparésie. Il faut toujours avoir l'esprit, la possibilité d'ischémie mésentérique chez le diabétique et au moins faire une écho abdominale. Alors, quels sont les facteurs de risque chez le diabétique? Il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables, malheureusement, comme l'âge, le sexe masculin et des antécédents personnels et familiaux. Mais il y a des facteurs de risque modifiables et sur lesquels il faut agir, tels le diabète, surtout, le tabagisme, l'HTA et les dyslipidémies. Il y a des facteurs prédisposants qu'il faut mener le patient à modifier. Donc, malheureusement, l'accumulation de ces facteurs de risque multiplie plus qu'additionne le risque de développer une AOMI. Alors, quels sont les symptômes d'AOMI? On a les 4 symptômes qui correspondent aux 4 classifications de Leriche et Fontaine. On a une autre classification qu'on va voir par la suite. Donc, le premier symptôme ou le premier stade, c'est des patients asymptomatiques. La seule chose qu'ils ont, c'est la disparition d'un pont périphérique. Malheureusement, 60% des patients diabétiques au début sont asymptomatiques parce qu'ils ont une activité physique qui est très réduite. Et en plus, on a la neuropathie diabétique sur la compte duquel on va porter toute la symptomatologie qui est présente chez lui. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt du dépistage précoce, systématique. Et je vais vous dire que toute altération de la marche chez un patient diabétique doit motiver le médecin à penser à une AOMI. Donc, ensuite, il y a la claudication intermittente. C'est une douleur musculaire, crampe musculaire qui survient chez le patient après la marche et qui l'oblige à arrêter de marcher. Et puis, elle se reproduit au même périmètre de marche. C'est-à-dire, il va marcher un petit peu, il va s'arrêter. Dès qu'il va recommencer à marcher, il aura la même douleur. Il faut voir cette claudication, cette douleur, est-ce qu'elle est unilatérale ou bilatérale? Et ça nous donne une idée si l'atteinte est unilatérale ou bilatérale. Et le siège exact, par exemple, quand elle siège au niveau du pied, il faut penser à une atteinte de l'artère poplitée ou bien des axes de jambe. Quand elle siège au niveau du mollet, il faut penser à une atteinte de l'artère fémorale superficielle. Quand elle siège au niveau de la cuisse ou bien des fesses, eh bien, il faut penser à une atteinte plus haute, l'aorte, les artères iliaques. Et de là, je vais soulever une pathologie, c'est le syndrome de Leriche, où il y a une claudication bilatérale au niveau des fesses et des cuisses, et avec abolition des peaux féméraux et une impuissance sexuelle chez les hommes. Dans cette pathologie, on a la sténose qui siège au niveau de l'aorte abdominale surrénale et au niveau de sa bifurcation, c'est-à-dire les artères iliaques primitives. Alors, le troisième symptôme, on a des douleurs de décubitus. C'est des douleurs qui surviennent au repos chez le patient. Ça veut dire que la sténose est tellement importante que la quantité du sang qui arrive au membre n'arrive pas à perfuser son membre au repos. Donc, en principe, elle est soulagée par la position jambe pendante, mais malheureusement, ça nous engendre un œdème et ça aggrave la pathologie. Et le dernier symptôme, on a des troubles trophiques qui peuvent aller d'une simple ulcération jusqu'à la gangrène. Alors, toute personne atteinte d'AOMI ne passe pas obligatoirement par chacun de ces stades, surtout le patient diabétique. Comme on a dit au début, il a une pathologie qui est masquée, il ne marche pas, il n'a pas d'activité physique régulière. Et par la suite, il y a une athérosclérose qui est accélérée et plus étendue.
Donc, souvent, les patients diabétiques consultent au stade d'ulcération ou bien de gangrène, de troubles trophiques. Alors, pour la classification, on a déjà vu la première classification de Leriche et Fontaine avec ses 4 stades et ses 4 symptômes. Il y a une deuxième classification, c'est la classification de Rutherford qui insiste plus sur le type de claudication, si elle est légère, modérée ou sévère, et sur l'importance des troubles trophiques s'ils sont mineurs ou majeurs. Pour le diagnostic positif, il faut un bon examen clinique, une inspection d'abord. Il faut voir la coloration du membre, pâle, cyanosé, normal. Il faut chercher des signes d'insuffisance artérielle, des angles cassants, des poils rares et tout. Il faut chercher bien sûr les lésions qui sont évidentes, des ulcérations. Donc la palpation, c'est une étape très importante. Il faut palper les peaux. Il faut chercher une diminution ou bien une abolition des peaux et d'une manière bilatérale et comparative. Et puis, il faut voir la température du membre. En général, le membre qui est touché, le plus touché, il est plus froid que le membre sain. L'auscultation, normalement, la circulation, le passage du sang dans les artères ne donne pas de bruit, c'est silencieux. Les artères sont battantes, mais le passage, il est silencieux. Donc, quand il y a une sténose, il y a l'apparition d'un souffle systolique de sténose. Normalement, il faut le chercher dans les gros troncs artériels pour qu'il soit bien entendu. En principe, on le cherche au niveau en sus-ombilical, sur le trajet de l'aorte abdominale surrénale, ou bien ici, on peut le chercher en sous-ombilical sur le trajet des artères iliaques, ou bien au niveau du triangle de Scarpa pour l'artère fémorale commune. Alors, après un bon examen clinique, il faut passer aux explorations, aux examens complémentaires. On a 2 types d'explorations. Il y a des explorations fonctionnelles qui permettent le diagnostic positif et le diagnostic de gravité de la pathologie. Et on a des explorations morphologiques qui permettent le diagnostic topographique, mais pas le diagnostic de gravité. Donc, ça ne permet pas de nous donner une idée sur l'importance du déficit de perfusion. Alors, parmi les examens complémentaires, il y a l'index de, bien sûr, les explorations fonctionnelles, il y a l'index de pression systolique. C'est le premier examen qu'il faut faire, qui est recommandé par la Société européenne de cardiologie, qu'il faut faire après la suspicion du NAOMI. Et c'est la mesure de la pression artérielle de la cheville sur la pression artérielle la plus élevée des 2 bras. Donc, pour l'interprétation, normalement, il est normal quand il est entre 0,9 et 1,3. C'est un état hémodynamique normal. Entre 0,9 et 0,75, on parle d'une NAOMI bien compensée. Entre 0,75 et 0,40, on parle d'une NAOMI moyennement compensée. Et inférieur à 0,40, on parle d'une NAOMI avec un retentissement sévère. Parfois, on trouve des valeurs supérieures à 1,3. Dans ce cas-là, il s'agit des artères qui sont incompressibles. C'est des artères calcifiées et qu'on trouve souvent chez le diabétique. Donc, c'est pour ça, chez le diabétique, pour une valeur inférieure à 1,3, il faut passer aux autres examens complémentaires. Et parmi ces examens, il y a l'index de pression systolique du gros orteil. La même chose, c'est la mesure de la pression systolique du gros orteil divisée par la pression systolique la plus élevée des 2 bras. Alors, on retient le diagnostic d'AOMI pour toute valeur inférieure à 0,70. On a aussi l'épreuve d'effort sur tapis roulant. Alors, on fait marcher le patient sur tapis roulant, surtout quand on a un doute diagnostique. Ça nous permet d'évaluer le périmètre de marche de ce patient. Et puis, on mesure l'index de pression systolique juste après l'effort. Et cet examen, il est positif dès qu'il y a une chute d'index de pression systolique supérieure à 18,5% après l'effort. Dans notre pratique courante, on utilise le couloir, puis le patient il fait des allers-retours. On essaie d'évaluer le périmètre de marche et de mesurer l'index de pression systolique juste après l'arrêt. Alors, il y a l'analyse du flux Doppler. Donc, d'un Doppler de poche ou bien d'un échographe, normalement, il faut analyser le flux chez ces patients. Normalement, on a un flux qui est triphasique. Pardon. Donc, normalement, on a un flux qui est triphasique et, chez le patient normal, et il est monophasique chez les patients qui présentent une AOMI. Ça a été modifié. J'ai mis le bruit, mais ça a été modifié, donc on n'a pas le bruit Par la suite, à la fin, on va l'entendre. Donc, pour les examens complémentaires aussi, il y a la mesure de la pression transcutanée en oxygène. Il n'est pas utilisé pour le diagnostic positif, mais pour le diagnostic de gravité. Ça nous donne une idée sur l'importance du déficit de perfusion. Surtout, on utilise chez le diabétique qui a des lésions ou bien des ulcérations. On pose des électrodes autour de la lésion et on évalue la pression partielle en oxygène de ces tissus.
Donc, ça permet de nous donner une idée sur la circulation collatérale, la microcirculation qui se trouve à ce niveau-là. Alors, pour des patients qui ont des pressions de perfusion au-delà de 35 mm de mercure, on est rassuré que ça va cicatriser, ces lésions vont cicatriser. Alors, quand c'est inférieur à 35 mm de mercure, on a vraiment de doutes que ça va cicatriser, et surtout quand c'est inférieur à 10 mm de mercure, on peut être quasi sûr que ça ne va pas cicatriser. On l'utilise aussi pour déterminer le niveau d'amputation. Donc, il faut amputer à un endroit où il y a une bonne microcirculation pour que ça puisse bien cicatriser. Alors, maintenant, on passe aux explorations morphologiques. Il y a l'écho-Doppler. C'est le premier examen à faire pour examen qui permet le diagnostic topographique de la pathologie. On voit ici, on a une coupe d'une artère saine, totalement perméable. Par la suite, ici, on a une artère qui est avec une plaque et réduction de la lumière. Il y a une sténose importante ici. Donc, alors pour les examens complémentaires, on a l'angioscan ou bien l'angio-IRM quand il y a contre-indication à l'injection de produits de contraste, mais qu'il ne faut pas faire systématiquement. On les fait vraiment quand on retient l'indication d'une intervention qui va se faire chez ces patients. L'artériographie, par contre, elle est réservée à des gestes de revascularisation pour l'endovasculaire. On fait des images avant et après. Donc, ici, on voit un angioscan avec une médiacalcose diffuse du diabétique. Sur cette image, c'est une médiacalcose diffuse. Alors, comme on a dit, c'est une maladie générale, donc on ne peut pas se contenter de bilanter le membre inférieur. Il faut bilanter le tout, le reste. Donc, pour les coronaires, on fait des ECG, écho-cœur, épreuve d'effort, voire coraux. Pour les carotides, il faut faire l'écho-Doppler des carotides. Pour l'aorte abdominale ou les artères digestives et rénales, il faut faire une écho abdominale. Bon, pour le diagnostic différentiel, on va dire plutôt que c'est un faux problème parce que devant toute symptomatologie des membres inférieurs, chez le diabétique, il faut palper, ausculter les artères. Donc, normalement, dans les autres pathologies, on a le pouls qui est conservé. Je ne vais pas tarder sur le diagnostic différentiel. Alors maintenant, quelles sont les recommandations des étapes de prise en charge, de diagnostic de l'AOMI? Alors, selon la Société européenne ou la Société américaine de cardiologie, eh bien, le dépistage de l'AOMI chez le patient diabétique doit être à partir de 50 ans chez tout patient diabétique. Et même avant 50 ans chez les patients diabétiques avec un autre facteur de risque cardiovasculaire. Pour les patients qui présentent une claudication, bien sûr, après un bon interrogatoire et examen clinique, il faut mesurer l'index de pression systolique de la cheville ou du gros orteil ou bien une analyse du flux Doppler. Mais quand ils sont positifs, c'est bon, on retient le diagnostic d'AOMI. Par contre, quand ils sont normaux, on a le choix entre commencer par l'épreuve d'effort sur tapis roulant ou l'écho-Doppler. Ben, si on a commencé par l'épreuve d'effort sur tapis roulant et que c'est normal, on élimine le diagnostic d'AOMI. Quand c'est anormal, on complète pour faire le diagnostic topographique par l'échographie. Quand on commence par l'écho et que c'est normal, on est obligé de compléter par l'épreuve de marche sur tapis roulant. Quand c'est anormal, ben, le diagnostic est retenu. Quelles sont les complications? On a une seule complication qui est essentielle et redoutable, l'ischémie aiguë. Et cette ischémie, comme on a déjà expliqué, c'est le résultat de l'effraction de cette plaque, l'ulcération de cette plaque, qui sera responsable soit d'une thrombose par agrégation plaquettaire autour ou par migration de microthrombie en distalité. Donc, la prise en charge de l'AOMI, elle est multidisciplinaire. Alors, tout le monde doit intervenir. Pour le traitement médical, j'ai des recommandations, les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie. Ben, il faut des mesures générales de prévention qui permettent de contrôler les facteurs de risque chez des patients. Ils sont parfois non pharmacologiques, comme l'arrêt de tabac, alimentation saine, perte de poids et un exercice physique régulier. Et il faut vraiment insister sur l'exercice physique, sur la réadaptation physique. Parfois, on a recours à des traitements qui sont pharmacologiques, comme des antihypertenseurs, les IEC ou les ARA2. L'essentiel, c'est de garder une tension inférieure à 14,9, des statines pour garder un taux de LDL inférieur à 70 mg par décilitre, et un contrôle glycémique optimal et des antithrombotiques. Avant de parler des antithrombotiques, j'ai voulu vous dire que pour le diabétique, il faut que le taux de LDL soit inférieur à 55 mg par décilitre, pas 70. 70 chez les patients non diabétiques. Alors, pour les antithrombotiques, que ce soit les antiagrégants plaquettaires ou les anticoagulants, pour les patients asymptomatiques,
pas d'antithrombotique, pas d'antiagrégant plaquettaire. Pour les patients symptomatiques, on utilise un seul antiagrégant plaquettaire, que ce soit l'aspirine à dose de 75 à 100 mg par jour ou bien le clopidogrel à dose de 75 mg par jour, sachant que le clopidogrel, certes, il est plus cher, mais il a montré sa supériorité à l'aspirine. Alors, pour les patients qui ont bénéficié d'une revascularisation, quand elle est percutanée, on utilise une double antiagrégation le premier mois. Par la suite, on passe à un seul antiagrégant. Et les patients qui ont bénéficié d'une chirurgie, on associe un antiagrégant et un anticoagulant pendant une année. Le traitement chirurgical, alors on a l'endariectomie. Le principe, c'est quoi? C'est faire une artériotomie, enlever la plaque, puis suturer par suture directe ou bien par un patch d'élargissement. Puis, on a le choix aussi du pontage qui permet de court-circuiter la sténose et de faire partir le sang d'un segment artériel qui est sain vers un segment qui est en aval et qui est hypovascularisé. On utilise soit des prothèses, soit des autogreffants qui sont comme la vensafène interne. On peut avoir parfois recours à des pontages qui sont extra-anatomiques, comme un pontage fémoral croisé ici, ou bien un pontage axillo-fémoral. Donc, il y a des différentes techniques. Le traitement endovasculaire, c'est le traitement le plus utilisé. Quand on a la possibilité de faire actuellement un traitement endovasculaire, on commence par ça. Donc, l'objectif, c'est de faire monter un ballonnet par une simple ponction de l'artère au contact de la plaque et d'écraser cette plaque contre la paroi artérielle. Donc, et parfois, on laisse un stent en place. Actuellement, on utilise des ballonnets qui sont actifs et des stents qui sont actifs, qui contiennent un agent antiprolifératif et qui a donné un taux de rosténose qui est beaucoup plus réduit sur 3 ans. Le traitement, parmi aussi le traitement chirurgical, on a l'amputation pour des ischémies dépassées. Dans notre pratique, on utilise toujours un score, c'est le score Wi-Fi, qui permet de trancher si on va amputer ou non. Alors, W, si on rappelle avec l'ulcération, l'importance de l'ulcération. I, c'est l'ischémie. Phi, c'est l'infection. Donc, pour un W3, I3, Phi3, on est obligé d'amputer. Pour un W0, I0, Phi0, on commence à chercher d'autres alternatives, des revascularisations, des mécanismes de cicatrisation. Parmi les traitements innovants, on a l'oxygénothérapie hyperbare qui est actuellement utilisée et qui permet d'augmenter la pression partielle en oxygène des tissus périphériques. La compression veineuse intermittente permet de lutter contre l'œdème. L'angiogénèse thérapeutique, c'est la création de nouveaux vaisseaux par utilisation des cellules souches. Elle essaie de trouver sa place. Malheureusement, chez le diabétique, on a le problème de toxicité rénale, on a le problème de temps. Donc, on sait que l'athérosclérose, elle est accélérée chez le diabétique, donc elle n'arrive pas vraiment à trouver sa place chez le diabétique. Quelles sont les indications de la prise en charge de cette AOMI? Je vais vous montrer des indications de la Société européenne de cardiologie. Pour les patients asymptomatiques, bien sûr, il faut contrôler les facteurs de risque, comme on a dit. Pas d'indication d'anti-agrégants plaquettaires, mais il faut faire attention à des patients qui présentent des symptomatologies masquées. Parce que pour le vieillissement, la fatigue, la neuropathie, maladie artérielle, cardiaque, BPCO, donc le diabétique, il faut faire attention aux faux asymptomatiques. Pour les patients qui présentent une claudication, bien sûr, il faut contrôler les facteurs de risque, les mesures générales des facteurs de risque. Donc, il faut donner un anti-agrégant plaquettaire, statine, contrôler la tension, le diabète et tout. Mais il faut insister aussi sur la rééducation à la marche. Il faut vraiment insister sur... D'ailleurs, en France, il y a des centres de rééducation à la marche faits juste pour ça. D'accord. Je suis à la fin, pratiquement. Donc, il y a des centres de rééducation à la marche qui sont vraiment pour ça. La vascularisation, elle reste pour les patients chez qui, malgré le contrôle des facteurs de risque et une bonne rééducation à la marche, ils n'ont pas pu améliorer leur qualité de vie, ou des patients qui ont une claudication sévère avec un périmètre de marche très réduit, inférieur à 100 mètres. Alors, pour les patients qui présentent une ischémie chronique, il faut revasculariser, bien sûr. Avec tout ce qu'on fait, il faut revasculariser, que ce soit par chirurgie, par technique endovasculaire et tout. Donc, pour conclure, je vais vous dire qu'il y a une grande association AOMI-diabète. Malheureusement, il faut connaître la valeur pronostique péjorative de cette association, surtout l'amputation, la mortalité par des maladies cardiovasculaires et l'importance du dépistage chez patients qui présentent l'AOMI, c'est-à-dire tout patient diabétique qui a des
troubles de marche ou des douleurs des membres inférieurs, il faut commencer par palper les peaux, penser à la OMI. Merci. Merci.